En 1939, après de multiples agressions contre des peuples européens, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne et quelques mois plus tard, la France est envahie. Juste pour vous remettre le contexte français en mémoire, vous avez d'un côté le chef du gouvernement, le maréchal Pétain, qui proclame l'arrêt des combats et qui signe l'armistice, et de l'autre, heureusement, pour l'honneur de notre pays, vous avez le général de Gaulle qui est à Londres et qui organise la résistance. Ce que j'ai appris très récemment et que je voulais partager avec vous parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'est qu'avant de partir à Londres, Charles de Gaulle a été voir un chef d'État français qui s'appelait Pierre Mendès France et il lui a proposé de prendre la tête de la résistance. Et Mendès l'a soutenu, mais lui a dit qu'il ne pouvait pas parce que justement il était juif et qu'il aurait moins d'impact. Pas du tout Mendès France, excusez-moi, c'est Georges Mandel. Et Georges Mandel lui a dit non, c'est à vous, mon général, d'y aller et je vous soutiens. Il l'a soutenu et il y a eu d'ailleurs, on n'en parle pas assez, beaucoup de résistants juifs qui ont rejoint De Gaulle. Il y a eu beaucoup de jeunes juifs français qui se sont mobilisés, dont beaucoup étaient d'ailleurs des éclaireurs israélites de France, qui ont mené une extraordinaire guerre, à la fois pour aider les Juifs à se cacher, en particulier les enfants, mais aussi qui ont participé à l'effort de guerre et au combat de libération. Bref, on se retrouve donc en 1940 dans la France occupée, où tout de suite, le maréchal Pétain, chef de gouvernement, dont certains disent aujourd'hui qu'il aurait protégé les Juifs français, ce personnage donc promulgue en octobre 1940 le statut des Juifs, qui fait des Juifs tous les Juifs, qu'ils soient d'origine française, étrangère, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, peu importe leur qualité ou leur métier, des êtres, des sous-êtres à part et exclus de la société française. Ils n'ont plus le droit d'être dans des écoles qui ne sont pas juives. Ils n'ont plus le droit d'aller au cinéma, au théâtre, dans les jardins publics, sur les squares où vous aviez les parcs à jeux où vous allez jouer aujourd'hui. Il y avait marqué interdit aux juifs et aux chiens. Ils n'ont plus le droit d'exercer des fonctions qui sont en rapport avec le public. Ils n'ont plus le droit d'avoir de postes de radio. Ils n'ont plus le droit d'avoir des domestiques qui ne soient pas juifs. Enfin bon, bref, ils sont mis au banc de la société. Et ça, si vous voulez, c'est la première étape. La deuxième étape est de les arrêter pour les déporter et pour les éliminer. Alors, il est vrai qu'on a découvert les camps de concentration, Esther vous en parlera, on les a découverts après la guerre, mais les gouvernants savaient bien que les trains qui partaient de Drancy, les trains qui emmenaient ces juifs, ces hommes, ces femmes, ces enfants de tous les âges vers des destinations lointaines, ne le faisaient pas pour les emmener dans des clubs de vacances. Et on se doutait bien que le sort était tragique. Surtout quand ont été déportés aussi des hommes, enfin des personnes âgées et des enfants. Là, l'hypothèse de on a besoin qu'ils aillent travailler, etc., là, ça ne marchait plus. Donc, le parcours d'Esther, vous allez l'écouter, il est tellement caractéristique de ce qu'il y a eu de plus formidable et de plus affreux pendant cette guerre en France. Formidable parce que, elle vous le dira, elle a été, enfin, elle a été aidée par des gens, par des Français non juifs qui ont essayé d'aider la petite fille qu'elle était, mais elle a aussi été dénoncée par d'autres Français. Donc, je crois que maintenant, l'essentiel, c'est que vous écoutiez Esther, qu'elle vous raconte son histoire, et après, si vous avez besoin d'un éclairage historique, si vous avez des questions précises, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Esther, j'espère que j'ai été claire, et c'est à vous. Merci de votre exposé, ça a été formidable. Finalement, j'ai presque plus rien à dire, vous avez tout raconté. Alors, je vais essayer quand même de parler d'autre chose. Alors voilà, je suis arrivé, mes parents ont émigré en 1930 de Pologne, en grande partie chassés par l'antisémitisme qui régnait dans ce pays.
je vais faire une petite parenthèse. Vous voyez, il s'est passé plus de 80 ans de ces événements et la, disons la majorité de la population juive de Pologne a été pratiquement exterminée. Il n'y a plus beaucoup de communautés juives en Pologne et ils sont restés, je crois que c'est le pays, la Pologne et la Hongrie qui sont le plus antisémites de l'Europe. Vous voyez, ça n'a rien changé. Bien, nous sommes donc arrivés en France en 1930. Nous avons émigré nous sommes arrivés dans un quartier très populaire. On s'est installé dans le quartier de Belleville. Évidemment, quand on arrive, nous n'avions pas de gros moyens. Il y avait une grave crise économique mondiale. La chance que nous avions, j'avais des frères qui étaient beaucoup plus âgés, qui l'un après l'autre essayaient de trouver des petits boulots pour amener quelque chose à la maison. Alors finalement, on a eu une enfance. On peut considérer qu'à l'heure actuelle, par rapport aux enfants de maintenant, nous avions une enfance assez difficile parce que très peu de moyens. Et dans ces quartiers populaires, qui étaient à forte population d'émigrés comme nous, il y avait quand même une très forte solidarité où on arrivait quand même à essayer de survivre péniblement. Alors, je peux dire que je considère que j'ai eu une enfance normale parce que finalement, je n'avais jamais connu autre chose. C'est difficile de faire des comparaisons, mais enfin, on avait quand même une partie de notre famille qui avait déjà émigré au début du XXe siècle et qui était installée dans le même quartier. On a fini par recomposer notre milieu familial dans ce quartier populaire. Donc, moi je suis arrivé en France, j'avais 1 an et demi. J'ai fait l'école maternelle à Paris, j'ai fait l'école communale, jusqu'à 1900, enfin on a vécu comme ça très péniblement jusqu'en 1939 en essayant de vivre à peu près normalement. Pour moi, ça a été une enfance, je considère, très heureuse parce que on vivait pratiquement dans la rue parce qu'on avait de très petits appartements. Nous étions quand même 7 enfants. Avec mes parents, vous savez, dans 2 pièces cuisine, c'est pas évident, hein. Alors évidemment, on passait pratiquement nos journées dans la rue. Alors là, on avait une bande de petits copains et dans le fond, ce qui m'a permis, disons, de survivre à tous les autres événements parce que j'ai été très jeune, très indépendante. Et apprendre à se débrouiller, hein, parce que nous, les enfants, quand nous sortions de l'école, on cherchait aussi des petits boulots, parce qu'il y avait beaucoup de petits artisans juifs qui nous employaient à des petits boulots. Vous voyez, il y avait des tailleurs on retirait les fils de vêtements qu'ils fabriquaient, ils nous donnaient quand même un peu d'argent. Nous avions des commerçants qui n'étaient pas juifs, qui connaissaient notre situation, qui nous proposaient des petits boulots pour amener. Alors, vous voyez, moi, au plus loin, je me rappelle, tous les enfants, on a toujours fait des petits boulots pour amener quelque chose à la maison. Évidemment, ça paraît difficile à comprendre maintenant pour les jeunes par rapport à leur jeunesse et celle qu'on a eue. Mais enfin, finalement, j'ai gardé un souvenir extraordinaire, moi, de toute mon enfance. Et là, malheureusement, on est arrivé jusqu'en 1939 et à cette date-là, évidemment, il y a eu la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc, on a évacué, quand la guerre s'est déclarée le 2 septembre 1939, on a évacué les écoles de Paris, parce que soi-disant Paris allait être bombardée. On a été mis dans les campagnes environnantes. Et puis, comme la rentrée des classes à l'époque se faisait au mois d'octobre, on nous a ramenés à la maison, puisqu'il ne s'est passé pratiquement rien. C'est ce qu'on a appelé entre 39 et 40 la drôle de guerre. Alors évidemment, il se passait peut-être des choses aux frontières, mais vous savez, moi en 1939, j'avais 11 ans, et puis dans les familles, devant les enfants, on ne parlait pas de ce qui se passait à l'extérieur, donc on a continué à vivre à peu près normalement. Et puis, malheureusement, arrivé en mai 1940, je dis entre 39 et 40, il s'est pratiquement rien passé. Et arrivé en mai 1940, les Allemands ont décidé de faire une grande offensive. Donc, ils ont contourné la frontière française, ils ont envahi la Belgique, qui était un pays neutre, et par là, ils sont rentrés en France. Et quand ils sont rentrés en France, il faut vous dire que l'offensive a commencé en mai 1940,
et l'armée française a capitulé en juin 1940. Vous voyez, à l'époque, elle était réputée pour l'armée pratiquement la plus forte d'Europe, et cette armée a capitulé en à peine un mois. Alors évidemment, ça a été une catastrophe nationale de par cette débandade de l'armée française, de tous ces réfugiés qui fuyaient l'avance des Allemands. Il y a eu un exode épouvantable sur toutes les routes de France. Ces populations qui fuyaient ont été bombardées par l'aviation allemande, ça a été une véritable hécatombe. Et finalement, les Allemands avançaient plus vite que tous ces réfugiés. Et quand ils sont entrés en France, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'annexer l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdues pendant la Première Guerre mondiale. Donc ces deux départements français ont été annexés directement au Reich allemand. Ensuite, ils ont envahi le nord de la France, qui est devenu zone interdite. C'est-à-dire que les autres départements ne pouvaient pas rentrer dans le nord de la France. Ensuite, au fur et à mesure de leur avance, il y a eu arrivé en juin 40, il y a eu le maréchal Pétain qui a été nommé pour diriger une partie de la France. Donc, il a demandé l'armistice. En juin 40, il a demandé l'armistice. Et donc, les Allemands se sont arrêtés. L'armée allemande s'est arrêtée au bord de la Loire. Et là, ils ont coupé la France en deux. Ils ont fait une ligne de démarcation. Donc, qui coupait le nord de la France par rapport au sud de la France. Il a donc installé son régime à Vichy. Et là, il a signé l'armistice avec Hitler, donc la guerre s'est arrêtée. Donc, cette ligne de démarcation partait du nord de la France, elle partait donc de la Loire, et toute la façade atlantique qui partait du nord de la France jusqu'à la frontière espagnole, donc Bordeaux faisait partie de la zone occupée. Alors, toute cette partie, la France était coupée en deux. Alors, évidemment, ça a été vraiment une période très difficile, hein, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à cette occupation allemande. Et finalement, quand Pétain s'est installé à Vichy, la première chose qu'il a fait, c'est de supprimer la République française. Donc ça s'appelait l'État français. Et il a installé donc son gouvernement, et il a formé un cabinet, et là, à partir, vous voyez, là, il a donc... il a pris ses fonctions en juillet 1940 et à partir de d'octobre 1940, vous voyez la France qui était complètement démoralisée, détruite, son principal souci a été de s'occuper des Juifs de France. Vous voyez, à peine 3 mois après son installation, ça a été son sujet principal. Donc, il a commencé à former son cabinet et il a fait une section spéciale, l'affaire des questions juives. Et là, il a commencé à sortir les premières lois. Donc, ça a été en premier d'aller se faire recenser dans les commissariats de police. Alors, évidemment, par la suite, on nous a reproché de ce recensement, que tout le monde a été faire ce recensement. Vous savez, nous, quand nous sommes arrivés en tant qu'émigrés, nous étions d'une communauté très discrète, on ne se faisait pas remarquer, on n'avait jamais eu affaire à la police, et on obéissait aux lois de la France, hein. C'était tout à fait normal, puisque on avait décidé quand même de rester là, on était très soucieux de respecter les lois qui étaient faites par la France. Donc tout le monde... En principe, dans tous ces quartiers populaires, les gens ont été se faire recenser. Alors, ce recensement, c'était de dire l'adresse où on habitait, le nombre de personnes qui occupaient l'appartement, les biens que nous avions. Et ensuite, sur les cartes d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Alors, il faut vous dire qu'à l'époque, quand Pétain commençait à sortir ses lois contre les juifs, ça ne concernait que les juifs étrangers. À cette époque-là, il n'avait pas donné l'autorisation d'arrêter de ces lois ne concernaient pas les juifs français. Alors finalement, dans ces lois, ensuite, il y avait le couvre-feu à partir de 20h, nous n'avions pas le droit de sortir dans la rue, après 20h. Ensuite, dans tous les jardins publics, dans toutes les artères publiques, tout ce qui était public était interdit, et même sur les jardins d'enfants, vous voyez, dans les grandes artères, il y avait des affiches où il y a marqué « Interdit aux juifs et aux chiens ». Nous avions droit dans le métro qu'au dernier compartiment,
On n'avait pas le droit de monter dans les autres. Et ensuite, vous aviez toutes les professions, une partie des professions libérales qui ont été supprimées pour les juifs étrangers. C'est-à-dire, ils n'avaient plus le droit d'exercer en tant que médecins, journalistes, enfin, euh, toutes ces professions ont été mises en index. Ensuite, il y a eu, au moment du ravitaillement, évidemment, ça devenait compliqué parce que les Allemands commençaient déjà à bien se servir. Nous avions l'autorisation dans les magasins qu'à partir de 16 heures. Alors, comme les gens commençaient déjà à faire la queue le matin de 1 heure, quand on arrivait à 16 heures, il n'y avait plus grande chose. Mais enfin, comme dans ces quartiers, il y avait quand même une très forte solidarité entre toutes ces émigrés qui venaient de l'Europe entière. Donc, vous aviez quand même quelques voisins qui allaient faire nos courses à notre place. Et puis, vous aviez des commerçants qui nous mettaient quand même des choses de côté pour qu'on puisse quand même subvenir un minimum à nos besoins. Là, ça a été une période assez difficile. Et puis, finalement, arrivé en mai 1941, il y a eu une nouvelle convocation de la part des commissariats de police. C'est ce qu'on a appelé la rafle du billet vert. Enfin, c'est difficile de dire que c'était une rafle. Ça ne se passait pas dans la rue. C'était juste des convocations pour aller au commissariat de police. Et ce jour-là, cette convocation a été envoyée à pratiquement 4000 personnes. C'est-à-dire que des hommes de 18 à 50 ans étaient convoqués dans les commissariats de police pour affaires de famille. Alors évidemment, comme c'était la police française qui convoquait, ben on obéissait toujours aux lois de la police française. Si on se serait certainement méfié si ça avait été la police allemande, mais enfin là, pour le moment, quand Pétain a signé l'armistice avec Hitler, il avait exigé à ce que la police française soit indépendante de la police allemande. Alors là, les Allemands étaient très satisfaits, comme ça, le sale boulot était fait par la police française. Donc, tous ces hommes se sont présentés au commissariat de police, et là, ils ont été évidemment immédiatement arrêtés, et ils avaient ouvert deux camps d'internement dans le Loiret, à côté d'Orléans, un qui s'appelait le camp de Pithiviers, et l'autre le camp de Bourg-la-Hollande. Et ces 4000 hommes ont été mis dans ces camps à partir de mai 1941, et ils sont restés dans ce camp jusqu'en juin 1942, là où il a commencé à y avoir les premiers transports qui, soi-disant, devaient aller travailler en Allemagne. Alors, j'ai un de mes frères qui s'est présenté, il avait 19 ans, donc il a été interné dans le camp de Pithiviers, et il a été déporté en juin 1942, et tous ces hommes qui se trouvaient donc à Bourg-la-Hollande et à Pithiviers ont été déportés dans les premiers. Et chaque transport qui quittait la France portait un numéro, et mon frère, qui a été déporté en juin 1942, le numéro du transport portait déjà le numéro 4. Hein. Il y avait déjà 4. Donc, les camps de Pithiviers pour la Hollande ont pratiquement été vidés de toutes ces personnes qui avaient été internées depuis près d'un an. Alors là, évidemment, ça a commencé à être assez difficile. J'ai un autre de mes frères qui avait obtenu la naturalisation française. Donc en 1937, il a été faire son service militaire. Et puis à l'époque, le service militaire durait 2 ans. Donc en 1939, il n'a pas été démobilisé, donc il était dans l'armée. Et quand il y a eu l'invasion allemande, il y a quand même eu plus d'1 million de prisonniers de guerre français qui ont été envoyés en Allemagne. Et mon frère a eu la chance, avec une petite partie de son régiment, d'éviter l'encerclement de l'armée allemande. Et il a réussi à franchir toute la France. Pour arriver, parce que la ligne de marcation pendant la débâcle de l'armée française n'était pas encore tout à fait installée, donc il avait réussi à partir jusqu'à Pau, donc où il s'est retrouvé dans la partie, ce qu'on appelait la zone libre, enfin je dirais plutôt la zone sud, parce que dans le sud de la France, il n'y a jamais eu autant de camps d'internement qui se sont ouverts. Parce qu'il faut vous dire que quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, vous avez une partie de la population allemande et autrichienne qui sont venus se réfugier en France.
Alors finalement, évidemment, ces gens sont arrivés dans des quartiers, on essayait de nous raconter ce qui s'était passé en Allemagne, les camps et tout ça, et finalement, personne n'a voulu les croire, ça paraissait tellement invraisemblable. Et finalement, ces gens, ces réfugiés allemands et autrichiens se sont trouvés dans la zone sud, et là, il y a tous les camps de la zone sud qui ont été ouverts, parce que quand en 1939, il y a eu la déclaration de la guerre, eux étaient juifs, et ils étaient allemands et autrichiens, ils ont été internés comme ennemis de la France. Et quand les Allemands ont occupé la France, ils ont exigé de la police de Vichy, de Pétain, de leur redonner tous les citoyens qui ont été évidemment remis aux mains des Allemands et exterminés dans les camps en Allemagne. Et puis finalement, mon frère donc s'est retrouvé à la caserne dans la caserne à Tours pendant à partir de juin 1940. Et finalement, on est arrivé comme ça péniblement. Donc j'avais déjà plusieurs de mes frères qui avaient été arrêtés. Et dans notre appartement, non, il ne restait plus que mes parents. En 1942, il ne restait plus que mes parents. Ma sœur avait 16 ans, moi j'avais 14 ans et j'avais un petit frère de 11 ans. Et on est arrivé comme ça en juin 1942. Il y avait des bruits qui couraient qu'il y allait avoir des rafles. Alors évidemment, on ne s'est pas méfié à l'époque parce que les rafles jusqu'à présent ne concernaient que des hommes. Alors évidemment, quand les bruits couraient qu'il y allait avoir des rafles, parce que vous aviez quand même quelques policiers qui venaient prévenir les gardiens d'immeubles en disant si vous avez des juifs dans vos immeubles, prévenez-les qu'il y allait avoir des rafles. Alors finalement, les hommes se sont cachés, puisque jusqu'à présent, ils n'arrêtaient que des hommes. Et là, ce jour-là, donc, il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv, qui a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942. Alors évidemment, et encore au mois de juin 42, juste avant la rafle, il y a encore une nouvelle loi émanant de Pétain, l'obligation d'aller dans les commissariats pour acheter ce qu'on appelait les toiles juives. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'était une bande de tissu jaune avec l'étoile de David en noir et marqué juif à l'intérieur, et ceci pour les enfants à partir de 6 ans. Alors ça a été au mois de juin, et au mois de juillet, il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv. Alors évidemment, le matin de bonne heure, il faisait à peine jour, on a entendu des bruits terribles. Pour vous dire, j'habitais dans ce quartier de Belleville, dans un passage qui s'appelait le passage Ronce, qui faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Et on voyait de nos fenêtres, on voyait les immeubles en face, parce que 4 mètres, ça fait pas beaucoup. Et là, on a entendu des cris, des hurlements, on a entendu des bruits dans les escaliers, la police qui montait. Alors évidemment, ils avaient tant de familles à arrêter, puisqu'ils avaient les fiches du recensement. Chaque policier avait tant de familles à arrêter dans tous ces arrondissements de Paris. Donc, ils sont montés, ils ont commencé à taper dans les portes en disant préparez un petit bagage, vous vous réunissez en bas, puis faites vite parce qu'on n'a pas que ça à faire. Finalement, après, au fur et à mesure qu'ils montaient dans les étages, il y a des gens qui ne voulaient pas ouvrir leurs portes, ils défonçaient les portes à coups de matraque pour faire descendre des gens. Alors là, on entendait. Et puis finalement, nous, dans nos fenêtres, on donnait donc dans ce passage sur les immeubles d'en face, on voyait des familles entières qui descendaient avec des enfants qui hurlaient, des femmes qui pleuraient. Enfin, ça a été une véritable, ça a été des bruits épouvantables de cris, de hurlements. Vous aviez des femmes avec des bébés, j'ai vu descendre des personnes âgées sur des brancards, vous voyez, cette rafle a duré pratiquement toute la matinée comme ça, en tant que des cris, des hurlements, et vous aviez des autobus qui attendaient au coin de la rue, et au bout d'un moment, tous ces gens ont été envoyés vers les autobus, et ils avaient réquisitionné un gymnase qui s'appelait le Vélodrome d'hiver, qui est d'ailleurs à proximité d'ici dans le 15e. Et donc, ce jour-là, ils ont arrêté 14 000 personnes, dont 4 000 enfants, dans tous les arrondissements de Paris et même dans les banlieues proches. Donc, tous ces gens étant envoyés, donc les autobus attendaient au coin de la rue, tous ces gens qui ont été vidés, enfin,
sortis presque de force de leur appartement, ont été envoyés dans ce vélodrome d'hiver. Alors c'était là au mois de juillet, il faisait très chaud. Alors ils ont été mis sur des gradins. Alors vous voyez, 14 000 personnes entassées avec 4 000 enfants. Vous voyez, enfin je sais pas, est-ce que parmi vous, vous avez vu le film La Rafle? Parce que je crois qu'il Il le montre très bien. Mm. Comment? Oui, Je dis le film La Rafle montre très très bien la rafle du Veldiv. oui, quand on voit l'intérieur de la rafle et dans quelles conditions ces gens ont été parqués pendant 3 4 jours, ça a été quelque chose d'épouvantable parce que il y avait 4 syndicats qui étaient complètement bouchés, il y avait des personnes âgées, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malades, enfin ça a été une catastrophe, il y avait une chaleur épouvantable, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, faut voir le calvaire que ces gens ont enduré dans ce vélodrome d'hiver. Et finalement, quand la rafle a été terminée, on n'a pas compris, ils ne sont pas passés chez nous. Alors ma mère, qui était très inquiète, avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir, puisque nous avions toute notre famille qui habitait dans le même quartier. Donc nous sommes pas, une fois que la rue s'est calmée, en début d'après-midi, je suis descendu avec ma sœur. On s'est quitté au coin du passage le 16 juillet. Ma sœur est partie de son côté, moi je suis parti du mien. J'ai fait le tour du quartier, je n'ai retrouvé personne. Alors je suis revenu à la maison. Et puis j'ai dit à ma mère, écoute, je ne sais pas s'ils ont été cachés ou s'ils ont été arrêtés, mais enfin il n'y avait plus personne dans tout ce quartier où habitait tout le reste de ma famille. Et alors comme je vous avais expliqué, j'avais mon frère qui était à Pau, lui il était marié, il avait un petit garçon de 4 ans. Et ma belle-sœur habitait du côté de la place de la République. Alors ma mère m'a demandé d'aller voir chez ma belle-sœur pour savoir s'il lui était arrivé quelque chose. Alors évidemment, quand on sortait dans Paris, du fait qu'on était obligé de porter des toiles, on mettait ou une écharpe ou un gilet pour camoufler notre étoile. Mais enfin, disons que moi j'avais 14 ans à l'époque, et puis vous savez, une gamine de 14 ans, je n'avais pas le physique des caricatures qui représentaient les juifs avec le nez crochu et les oreilles décollées. Alors évidemment, une gamine toute seule qui se promenait qui partait dans Paris, enfin j'ai jamais été inquiété à ce niveau-là, on sortait facilement en cachant notre étoile. Enfin, comme la police elle patrouillait dans toutes les rues de Paris, c'était surtout des adultes qu'ils arrêtaient pour demander des papiers. Alors je suis donc arrivé chez ma belle-sœur et la gardienne était sur le pas de la porte. Elle m'a dit oh, c'est pas la peine de monter dans l'appartement. Elle est cachée au 6e étage dans une chambre de bonne. Elle me dit t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. Alors je suis monté, j'ai trouvé ma belle-sœur qui était là, qui pleurait. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle avait, mon petit neveu qui avait 4 ans, elle l'avait placé dans un petit home d'enfants pour le mois de juillet, pour les vacances, qui s'est trouvé à la Varenne. Et les directeurs de cet établissement avaient été arrêtés pendant cette rafle. Donc ça fait que tous ces petits-enfants, comme c'est un petit home d'enfants, tous ces enfants étaient à l'abandon, quoi, puisque tout le personnel et puis les directeurs avaient été arrêtés. Alors je n'ai jamais su comment ils ont été prévenus. Et ma belle-sœur n'osait pas sortir de sa chambre de bonne du fait qu'elle habitait dans le quartier. Et comme, faut vous dire qu'il y avait quand même pas mal de dénonciations, elle n'osait pas sortir. Alors elle m'a dit, on te connaît pas dans le quartier, est-ce que tu peux aller jusqu'à la Varenne récupérer le petit? Donc je suis parti. À l'époque, il y avait un petit train qui partait de la Bastille. Et quand je suis arrivé à la Varenne, j'ai récupéré mon petit neveu et je suis revenu donc rendre le petit à ma belle-sœur. Et quand je suis arrivé, il n'était pas loin de 20h et comme il y avait le couvre-feu à 20h pour les juifs, on n'avait pas le droit de sortir dans la rue. Ma belle-sœur me dit, écoute, c'est pas la peine de prendre des risques, tu n'as qu'à rester dormir ici. Parce qu'à partir de 20h, évidemment, du fait qu'il y avait le couvre-feu pour les juifs, il y avait des contrôles de police qui étaient doublement renforcés pour faire la chasse à ceux qui ne respectaient pas le couvre-feu. Alors j'ai passé la nuit chez ma belle-sœur, évidemment avec beaucoup d'inquiétude, parce que vous savez, c'était pas courant à 14 ans de découcher, hein, de ne pas rentrer dormir chez soi. Et le matin de bonne heure, je suis arrivé à la maison. Quand je suis monté à l'appartement, il y avait les scellés sur l'appartement. Alors au commissariat de police, ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient oublié de passer chez nous. Donc ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans.
Et quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Donc on n'y avait plus accès. Alors évidemment, je me suis trouvé un peu désemparé en me disant bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc j'ai refait encore le tour du quartier pour voir s'il y avait encore de ma famille qui aurait pu être là. Comme je n'ai retrouvé personne, je ne savais pas ma sœur où elle avait été. Alors j'avais demandé aux voisins, parce que dans ce quartier, il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi d'autres personnes. Alors j'ai demandé aux voisins, et je dis est-ce que ma sœur est avec mes parents? Ils me dit non, on n'a pas revu ta sœur. Et il y a une dame, enfin une concierge, qui m'a dit ce qui est dommage, c'est que comme mon petit frère qui avait 11 ans, et cette gardienne avait dit, écoutez, confiez-nous votre enfant, on va s'en occuper. Ma mère n'a pas voulu se débarrasser de mon petit frère de 11 ans. Ça fait qu'il a été arrêté avec mes parents. Et là, évidemment, je me suis trouvé un peu désemparé. Je suis descendu, je me suis caché derrière une porte cochère en disant, ma sœur a peut-être revenir, puisqu'elle n'avait pas été arrêtée. Puis au bout d'un moment, voyant qu'elle ne revenait pas, je suis retourné chez ma belle-sœur en disant qu'elle va pouvoir s'occuper de moi. Alors je suis reparti, quand je suis arrivé donc devant son immeuble, j'ai cédé chez la gardienne, elle m'a dit bah, écoute, t'inquiète pas, comme j'avais mon frère qui était donc en zone libre, il avait réussi à trouver un passeur, et ça existait déjà à l'époque, un passeur pour la faire franchir la ligne de démarcation pour rejoindre mon frère qui était à Pau. Alors évidemment, je me suis trouvé un peu désemparé devant la porte de la gardienne, et puis elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que j'ai commencé à pleurer. Alors je lui ai dit bah je sais plus où aller, moi, je pensais que ma belle-sœur allait pouvoir s'occuper de moi. Alors là évidemment, elle m'a fait rentrer dans sa loge, elle m'a gardé une quinzaine de jours, en prenant beaucoup de risques, parce qu'il y avait des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant que les gens qui essayaient de sauver les juifs risquaient de se faire arrêter. Alors évidemment, vous savez, camoufler quelqu'un dans une loge, c'est pas évident. Alors, je suis resté à peu près une quinzaine de jours caché dans cette loge. Et au bout de 15 jours, cette dame, elle me dit, de toute façon, ça devenait dangereux pour elle et pour moi. Bien sûr, de rester caché comme ça. Elle me dit, il faut trouver une autre solution, parce que là, c'est pas possible. Alors finalement, je me suis rendu compte après que cette dame, qui était déjà malgré tout d'un certain âge, faisait partie d'un réseau de résistance qui commençait déjà à fonctionner. Donc il y avait la Moille, et il y avait quand même beaucoup de groupes de résistants qui commençaient à fonctionner dans Paris. Donc elle m'a trouvé un passeur qui m'a emmené à la gare d'Austerlitz. Et là, il m'a dit, on va jusqu'à Bordeaux, qui était dans la zone occupée. Et là, on devait prendre un car qui devait nous emmener à Mont-de-Marsan. On devait franchir la ligne de démarcation dans la forêt des Landes. Donc, arrivé à la gare d'Austerlitz, il m'a donné mon billet, il m'a fait monter dans le train, puis il m'a dit, écoute, je te laisse dans un compartiment, moi je vais dans un autre, parce que s'il y a des contrôles de police, évidemment, il y avait, dans les gares, il y avait pas mal de contrôles de police. Il m'a dit qu'on se soit pas ensemble. Et puis finalement, on est arrivé le matin à Bordeaux. Quand je suis descendu sur le quai, j'ai vu ce monsieur qui descendait, et il avait avec lui un groupe d'une quinzaine de personnes qui convoyaient aussi pour franchir cette ligne de démarcation. Moi, je pensais que j'étais toute seule avec lui, mais non, il convoyait un groupe de 15 personnes. Alors là, il nous a expliqué qu'il nous avait loué quelques chambres d'hôtel à Bordeaux, que le lendemain, on prendrait un bus pour aller à Mont-de-Marsan et qu'on franchirait la forêt des Landes pendant la nuit. Alors le lendemain, on s'est préparé pour partir, et puis là, on a attendu, et ce monsieur n'est jamais revenu. Il avait encaissé l'argent de tous ces gens, et on l'a jamais revu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, où il a été arrêté, où il a disparu. Alors évidemment, toutes ces personnes que je n'avais jamais vues, que je ne connaissais pas, se sont dispersées. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à Bordeaux. Alors là, ça a été vraiment la catastrophe, parce que moi, 15 jours avant, j'avais pratiquement jamais quitté ni mes parents, ni mon quartier. Vous savez, de se retrouver toute seule à Bordeaux à 14 ans, sans savoir quelle décision il faut prendre. Alors finalement, au bout d'un moment, j'ai demandé où était cette gare routière qui nous avait expliqué. Là, je suis arrivé jusqu'à la gare routière et effectivement, j'ai trouvé le car où il y avait marqué Mont-de-Marsan. Alors évidemment, c'était une petite navette qui faisait le trajet entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. C'est les gens qui habitaient à Mont-de-Marsan qui venaient travailler à Bordeaux. Et le soir,
le même car reprenait les mêmes gens pour les ramener à Mont-de-Marsan. Alors évidemment, le chauffeur de bus connaissait tous les gens qui montaient dans ce car. Hein. Alors évidemment, le car a commencé à se remplir. Moi, j'étais devant la porte. Le chauffeur descend, me disant, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Où sont tes parents? Vous savez, il connaissait tous les gens qui montaient dans son car. Hein. C'était toujours les mêmes personnes. Alors il m'a dit, mais tu vas aller où? Alors je dis, bah, je vais à Mont-de-Marsan. Il m'a dit, mais tu sais, c'est dangereux parce que il y avait quand même la gendarmerie française qui faisait la chasse aux juifs étrangers. Hein. Alors évidemment, à l'époque encore, Pétain n'avait pas donné l'ordre d'arrêter les juifs français. Alors il m'a dit, tu sais, c'est dangereux, tu risques de... Vous vouliez dire quelque chose? Oui, oui, je voulais juste dire que, en fait, les arrestations, les premières rafles ont effectivement concerné les juifs étrangers, mais toutes les mesures anti-juives s'appliquaient à tous les juifs, qu'ils soient étrangers ou français. Et à peu près en même temps que la rafle des étrangers, il y avait eu la rafle des notables qui Mais avaient arrêté des juifs français, des ça c'était en personnalités. 41, mais oui, il avait été arrêté Exactement. par la police Et allemande. tout à fait. Et en 42, donc le moment, si vous voulez, où il y a la rafle ne concernait pas que des juifs étrangers. Et Pétain l'avait rajouté, si vous voulez, c'est ce qu'on a très longtemps cru. Mais quand on a retrouvé, il y a une vingtaine d'années maintenant, les papiers de la rafle du Veldiv et de son organisation par Laval et les autres, il était clairement indiqué que tous les juifs étaient concernés, français également. Hein. Et Donc voilà, je voulais juste à préciser partir de ça. juillet 42. Au moment de la rafle du Veldiv, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu des rafles également la même année dans les territoires de l'autre côté de la ligne de démarcation. Et les juifs étrangers ont d'abord été arrêtés, puis les juifs français réfugiés. En fait, tous les juifs étaient visés par ces lois-là. Voilà, je vous laisse continuer. C'était juste une petite précision. D'accord. Alors, attendez, finalement, j'ai perdu. Alors, vous étiez dans le car avant de monter pour Mont-de-Marsan. Alors finalement, quand enfin, il a compris ma situation, il m'a fait monter dans le car et puis il m'a dit, bah, à Mont-de-Marsan, tu restes à côté de moi parce que moi, je suis originaire de cette ville. Les gens du pays font facilement passer la ligne bénévolement, si vous voulez. Hein. C'était pas des vrais passeurs. Hein. Alors finalement, quand on est arrivé à Mont-de-Marsan, il a été trouvé des amis qui connaissaient en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire passer la ligne à cette gamine qui est toute seule. Et puis finalement, c'était fin juillet 42 et la ligne était doublement gardée du fait que tous les gens qui avaient échappé à la rafle du Veldiv se précipitaient pour passer la ligne de démarcation. Alors évidemment, les gens du pays étaient désolés en disant bah non, c'est trop dangereux en ce moment, faut attendre un petit peu, c'est trop dangereux, la ligne est doublement gardée, on ne peut pas prendre de risques. Alors évidemment, ce chauffeur commençait à être un peu embêté parce qu'il savait plus quoi faire de moi. Et puis finalement, il y a un jeune homme qui est arrivé en disant écoutez, moi je travaille pas loin de la forêt, je la connais très bien, si vous voulez, vous venez avec moi, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais moi je ne passe pas. Je suis donc parti avec lui. On est arrivé en bordure de la forêt des Landes. On est descendu dans un fossé. Il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Alors, il y avait une très grande étendue découverte. Et ensuite, on apercevait la forêt. Alors, il m'a dit que je devais attendre qu'il fasse un peu nuit. Bien sûr, parce qu'en juillet, la nuit commence à tomber à 10h30, 11h. Et là, je devais donc rentrer dans la forêt. J'allais trouver une ligne de chemin de fer désaffectée. Et ensuite, il m'a donné au bout de cette ligne de chemin de fer, il m'avait donné des points de repère en disant qu'à tel endroit, j'allais trouver un point de repère pour tourner à droite, pour tourner à gauche. Enfin, finalement, au bout d'une demi-heure, il m'a tout expliqué en me faisant répéter tout ce qu'il m'avait dit. Et puis, il est parti. J'ai attendu qu'il fasse nuit. Et puis, je suis sorti du fossé. Croyez-moi qu'à 14 ans, on court vite. Donc je suis rentré dans la forêt, effectivement j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer. Alors je l'ai longée pendant pas mal de temps, mais vous savez, sur les lignes de chemin de fer même désaffectées, il y a de la caillasse. Alors j'avais l'impression que tous les bruits se répercutaient. Et puis arrivé au bout de quelques heures, au bout de cette ligne de chemin de fer qui s'arrêtait, les points de repère, ils faisaient nuit noire, et puis la forêt des Landes était très dense à l'époque. Alors j'ai commencé à paniquer parce que je reconnaissais plus rien de ce qu'elle m'avait dit. Vous savez, quand on commence à paniquer, on ne raisonne plus.
Et finalement, j'ai marché toute la nuit comme ça, complètement affolé. Vous savez, nous, à l'époque, notre éducation était très sommaire. On avait les livres de bibliothèque où il y avait des livres de contes et légendes. Et quand on était perdu dans une forêt, on risquait de se faire dévorer par des bêtes fauves. Enfin, tout ce que vous pouvez lire dans ces littératures d'enfants. Et finalement, j'ai marché comme ça toute la nuit, complètement paniqué. Et vers 5h, 5h30 du matin, il commençait à peine à faire jour. J'ai aperçu une ferme au loin. Alors je me suis dirigé là. Là, il y a un chien qui a aboyé. J'ai vu sortir un vieux paysan de cette ferme, complètement ahuri, en me disant: mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans la forêt? Évidemment, c'était pas courant de rencontrer une gamine toute seule dans la forêt en pleine nuit. Alors je lui dis: je me suis perdu, je sais pas où je suis. Alors il m'a dit: tu essayes de franchir la ligne? J'ai dit oui. Alors je suis là. Alors j'étais arrivé à Grenade sur la Dour, j'avais réussi à franchir la ligne sans m'en rendre compte. Alors il m'a demandé où je voulais, qu'est-ce que je faisais là, où je voulais aller. Alors je lui ai dit que j'avais mon frère qui était à Pau. J'avais aucune notion de où se trouvait Pau par rapport à Grenade sur la Dour. Il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri, parce que ça faisait plus de 48 heures que j'avais rien mangé. Et puis je me suis reposé. Et puis, quand je lui ai dit, j'ai mon frère qui est à Pau, je lui ai dit: je sais pas où c'est. Il m'a dit: ça se fait à peu près à une vingtaine, une trentaine de kilomètres. Mais il me dit: il y a un car qui passe à 6h du soir et qui va à Pau. Alors, il avait encore une carriole avec un vieux cheval. Donc, il m'a donné un colis avec la nourriture. Il m'a donné un peu d'argent. J'ai quand même rencontré des gens. Peut-être que si ça avait été des familles, ça aurait été que ça aurait été plus difficile, mais moi tout seul, disons que j'ai été quand même pas mal aidé par pas mal de gens. Et donc j'ai pris le car et je suis arrivé à Pau dans la soirée. Je me suis présenté donc à la caserne où était mon frère. Et puis là, j'ai demandé après lui, donc il est descendu complètement ahuri en me disant: mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai expliqué que toute la famille avait été arrêtée et je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de sa femme et de son fils. Alors effectivement, eux avaient réussi à traverser avec un passeur aussi la ligne tout de suite après la rafle du Veldiv. Et alors mon frère avait placé mon petit neveu dans une famille catholique à Pau, mon petit neveu a été caché pendant toute la guerre. Et ma belle-sœur est partie, elle avait des amis qui habitaient en Auvergne, dans un vieux village perchot, il n'y a jamais eu d'Allemands qui sont venus, donc elle a été cachée pendant toute la guerre. Mon frère les a retrouvés après la guerre. Et alors, j'ai passé la nuit dans la chambre de garde de la caserne, évidemment. Et le lendemain matin, mon frère est parti à la recherche d'un hébergement, ça je peux pas loger là. Alors, il m'a trouvé une chambre de bonne dans la ville de Pau, où je suis resté là jusqu'au mois de novembre 1942. Alors là, tous les matins, il venait me porter à manger, il venait me porter des livres. Vous savez, quand vous êtes enfermé dans une chambre, il faut bien avoir une occupation, croyez-moi. Il a décupé toutes les bibliothèques de Pau pour me trouver des livres. Et je suis resté là jusqu'en novembre 1942. Et à cette date, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc, en représailles, ils ont occupé toute la France. Donc, ils ont supprimé la frontière, cette ligne de démarcation, et ils ont occupé toute la France, et évidemment, et toutes les lois de Vichy étaient appliquées maintenant à tous les Juifs, si vous voulez. Alors, mon frère, se rendant compte de ce qui allait arriver, il a décidé avec quelques-uns de son régiment de franchir la frontière espagnole qui était à proximité, pour passer par l'Espagne, pour aller s'engager dans les forces françaises libres qui se trouvaient en Afrique du Nord. Donc quand il est parti, il m'a laissé tout l'argent disponible qu'il avait, en me disant: essaie de trouver une famille, ou essaie de trouver dans une ferme pour travailler, pour te cacher. Vous savez, moi j'étais pratiquement jamais sorti de cette chambre de bonne, vous savez, je connaissais personne à Pau. Je me suis dit: je vais remonter à Paris, parce que moi, dans mon idée, je me suis dit, mes parents avaient quand même plus de 50 ans. Mon petit frère qui avait l'enfant, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces gens-là? J'étais persuadé que c'était qu'un contrôle de police et puis qu'ils allaient les relâcher. Alors je me suis dit: je vais remonter à Paris, je vais certainement retrouver ma famille.
Et mon frère, quand il est passé donc à la frontière espagnole, ils ont été arrêtés par la police de Franco. Et là, ils ont été mis dans un camp. En attendant, enfin, ils sont restés quelques mois. Ensuite, ils ont été libérés. Mon frère est passé donc en Afrique du Nord, à Casablanca, où il s'est engagé dans la 2e division blindée du maréchal Leclerc. Donc, il a été envoyé en Angleterre et il a fait toute la guerre donc dans la 2e DB. Il est revenu en 1946. Donc, il est parti en 1937, il est revenu en 1946. Alors, moi, je suis monté à Paris. Donc, je suis retourné à l'appartement en espérant que mes parents étaient revenus. Et là, il y avait toujours les scellés. Alors, je suis reparti trouver la gardienne qui m'avait hébergé. Alors, évidemment, elle était un peu surprise quand elle m'a vu. Alors, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, donc elle m'a encore gardé dans sa loge, toujours en prenant les mêmes risques. Et au bout d'un moment, elle s'est renseignée pour trouver une solution. Elle avait trouvé une association qui s'appelait le Comité AMLO, et qui, eux, s'occupaient des orphelins, parce que au début, quand il y a eu les premières arrestations, vous aviez des parents qui étaient étrangers, qui avaient été arrêtés, mais comme il y avait des enfants qui étaient nés en France, ils avaient été placés dans les orphelinats. Donc elle va trouver l'adresse de cet orphelinat qui se trouvait dans le 5e arrondissement, rue Vauquelin, où là je me suis présenté. Évidemment, le directeur m'a reçu en me disant bon, ça pose pas de problème, parce que tous les enfants qui avaient été placés là étaient sous contrôle de la préfecture de police, et ces orphelinats étaient gérés par le GIF. C'était un organisme juif qui avait été installé là pour diriger ces orphelinats. Donc dans la journée, ça allait, on s'occupait, je suis resté quelques mois, et il y avait le problème, c'est que comme les enfants étaient placés par la préfecture de police, il y avait de temps en temps des contrôles de police pour voir si tous les enfants se trouvaient bien là. Parce qu'à partir de 1942, quand ils ont commencé à faire les premiers transports de femmes, d'enfants et de personnes âgées, ils n'avaient pas toujours les effectifs et ils venaient faire des rafles dans les orphelinats. Donc ça devenait de plus en plus dangereux, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'une partie de la population française a commencé quand même à réagir quand ils ont vu qu'on arrêtait des femmes, des enfants. Donc il y avait beaucoup d'organismes de différentes religions, c'est-à-dire catholiques, protestants, même des particuliers, qui venaient clandestinement sortir les enfants pour les cacher. Alors évidemment, ça devenait de plus en plus dangereux. J'ai donc été envoyé dans un autre orphelinat qui se trouvait dans le 18e arrondissement, où là je venais d'avoir 15 ans. Et là, on nous envoyait travailler dans des bureaux de l'UGIF, où on faisait du tri, c'est-à-dire on récupérait les vêtements, des cartes d'identité, des cartes d'alimentation, des gens qui étaient déportés du camp de Drancy. Alors là, je suis resté dans cet orphelinat jusqu'à fin juillet 1943. Et là, en sortant de ce travail, j'ai repris le métro. Et à la sortie du métro, il y avait un banal contrôle de police, mais vous savez, uniquement quand ça se faisait régulièrement dans toutes les rues de Paris, hein, la police qui contrôlait les cartes d'identité. Et là... Je me permets de vous interrompre un instant. Il faudrait juste qu'à partir de 11h15, on puisse poser des questions. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses. On vous écouterait pendant des heures, mais on a... Non, d'accord. Merci. Vous auriez dû me le dire avant, comme ça j'aurais abrégé. Bon, alors à la sortie du métro, évidemment, on sortait à Paris, demandait la carte d'identité. Quand ils sont arrivés à mon tour, évidemment, à 15 ans, on n'était pas obligé d'avoir les cartes d'identité à l'époque. Alors, ils m'ont demandé comment je m'appelais, j'ai pas voulu leur dire mon nom. J'ai pas voulu leur dire que j'habitais. Alors, il y avait un policier en civil qui m'a un peu secoué, il m'a dit, puisque tu ne veux pas parler, on va t'emmener au commissariat. Alors évidemment, quand je me suis retrouvé au commissariat, au bout d'un certain temps, il a quand même fallu que je donne mon nom. Et comme ils avaient les fichiers du recensement, je figurais pour être arrêté avec mes parents. Donc ils m'ont gardé. Le soir, il y a un quart de police qui est venu, qui a fait tout le tour des commissariats où des juifs avaient été arrêtés. J'étais emmené au camp de Drancy. Alors je suis resté au camp de Drancy jusqu'à fin août 1943, et ensuite j'étais désigné pour faire partie du prochain transport qui devait quitter la France, soi-disant dans les camps de travail. On était un peu sceptiques parce qu'à Drancy, il y avait pratiquement des femmes, des enfants et des personnes âgées, en se demandant qu'est-ce que ces gens allaient faire dans des camps de travail. Alors pour nous rassurer, nous disions, vous les jeunes, vous irez travailler, et puis le soir, ça sera un regroupement familial.
Alors finalement, j'ai été désigné pour partir avec le prochain transport qui partait le 12 septembre 1943. Alors là, évidemment, je vais m'arrêter puisque on n'écrit pas le temps. Je crois que c'est important que vous leur racontiez ce qui se passe à ce moment-là quand même. Ah oui, mais Hein, on il m'a vous dit reste tout à encore l'heure. plus. Non, mais il vous reste plus de 10 minutes là. Vous avez encore le temps de continuer. Vous inquiétez pas, je regarde la montre, je vous ferai signe. D'accord, Allez-y. merci. Bon, alors quand je suis arrivé donc, on a été désigné pour partir le 2 septembre 43 et chaque transport qui quittait la France devait être un minimum de 1000 personnes. Alors comme entre juillet 42 et juillet 43, évidemment, il y avait eu beaucoup de déportations parce que le transport dans lequel je suis parti portait déjà le numéro 59. Et tous les transports devaient être un minimum de 1000 personnes. Alors, comme il n'avait pas toujours les 1000 personnes de disponibles, parce qu'il y avait beaucoup de femmes et d'enfants dans le camp de Drancy, mais c'était des femmes de prisonniers de guerre qui étaient encore protégées par la Société des Nations, donc ils ne pouvaient pas les déporter. Alors ils ont été dans une maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild, où ils ont été des femmes qui venaient d'accoucher. Et ensuite, il y avait une maison de retraite à côté où ils ont sorti des personnes âgées pour compléter ce transport de 1000 personnes. On a donc été dirigés sur la gare de Bobigny, où là, il y avait un train qui nous attendait avec des centaines de wagons à bestiaux. Et là, ils nous ont propulsés dans ces wagons à bestiaux à 50, 60, voire même 70 personnes par wagon. Vous voyez, la taille d'un wagon de bestiaux, il y a beaucoup de place. Là, ils nous ont mis un seau avec de l'eau, parce que le 2 septembre, il faisait très chaud. Et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques et le train est parti. On a voyagé comme ça pendant 3 jours. Alors, vous dire, les hurlements de ces bébés, là, enfin des femmes qui venaient d'accoucher, les personnes âgées qui tombaient, qui ne pouvaient pas, ils étaient serrés et ne pouvaient pas rester debout. Enfin, ça a été une véritable angoisse toute la nuit d'entendre des hurlements comme ça. Il y a déjà eu la première nuit des premières personnes qui sont décédées. Et, le tonneau, le seau avec l'eau, il n'y en avait plus, hein, parce que tout le monde avait très soif. Et puis finalement, la deuxième nuit, il y avait une dame qui avait une couverture qui avait caché le fameux tonneau pour faire nos besoins, tout au moins à l'abri. Et puis la deuxième nuit, le tonneau s'est renversé. On a fini le trajet jusqu'à Auschwitz, dans les escrimaux. Alors, vous voyez dans quelles conditions nous sommes arrivés sur ce quai. Quand le train s'est arrêté, là, les portes ont été déverrouillées. Et là, c'est là qu'on a vu arriver les premières capots avec des matraques pour nous faire sortir des wagons. Alors, évidemment, ça a été, dès l'instant où les portes ont été ouvertes, vous savez, dans un wagon ambitieux, il n'y a pas de marchepied. Les premières personnes qui ont reçu des coups de matraque ont commencé à tomber par terre. Enfin, ça a été une véritable pagaille parce que on a débarqué dans la nature sur un quai en béton, ce qu'ils ont appelé la Judenrampe. Et là, on a vu arriver, alors évidemment, ils ont réussi, ils étaient très bien organisés pour ça, ils avaient l'habitude, ils ont réussi à coup de matraque à faire descendre toutes les personnes qui étaient dans ce train et à aligner sur le quai. Et au bout du quai, il y avait des camions qui attendaient avec une croix rouge comme des camions sanitaires. Et à l'autre bout du quai, il y avait 3 Allemands qui étaient là avec des chiens, qui attendaient à l'autre bout du quai. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de reportages sur l'arrivée, si vous avez vu comment ça fonctionnait. Et puis finalement, on a vu arriver les premiers déportés, vous voyez, on les reconnaissait avec leur pyjama rayé, d'une maigreur affreuse. Et alors eux, ils étaient là pour récupérer les bagages, et puis pour sortir les personnes qui étaient mortes dans les wagons pendant ce voyage. Et alors ils passaient furtivement derrière nous, mais ils n'avaient pas le droit de nous parler en nous disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées ». Bon, on ne comprenait pas pourquoi ils nous disaient ça, et ils passaient derrière nous, toujours, surtout derrière des jeunes, en disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous ». Finalement, ils sont partis. Et là, un Allemand est arrivé avec un haut-parleur en disant que les personnes âgées, les femmes, les enfants, ceux qui étaient fatigués pourraient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors, sur les 1000 personnes que nous étions à débarquer de ce train, il y en a 650 qui sont montés dans les camions. Et nous, on a été encadrés par les capots en nous disant à un groupe de femmes, vous ne bougez pas, ils ont fait la même chose du côté des hommes.
Et là, ils ont commencé à nous faire défiler devant les 3 Allemands qui étaient à l'autre bout du quai. Alors là, c'est ce qu'on a su, que c'était ce qu'ils appelaient la première sélection. Donc on passait devant eux une par une, ils nous regardaient des pieds à la tête. Il y en avait un qui avait une badine, qui faisait un signe à droite, à gauche. Et finalement, on a été sélectionné à 106 femmes pour entrer travailler au camp. Les autres ont été envoyés vers les camions. Et du côté des hommes, ils en ont sélectionné 230. Et la même chose, donc une fois qu'il n'y avait plus personne sur les quais, les camions sont partis et nous sommes partis en direction du camp de Birkenau. Enfin, c'était une annexe du camp d'Auschwitz. Nous sommes donc partis à pied. Et quand on est arrivé devant l'entrée du camp, le portail s'est ouvert. Et là, il y avait une fumée épaisse, quelque chose d'affreux. Alors, des odeurs épouvantables. Alors, on avait les capots qui marchaient derrière nous et qui nous faisaient avancer à coups de matraque pour qu'on avance un peu plus vite. Alors là, à Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelait Marie, elle avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Et pour vous dire que sur les 106 femmes, quand on a été libérés, on n'était plus que toutes les deux. On a été 2 seuls survivants de tout ce transport. Alors finalement, quand on a commencé à avancer dans les allées du camp, il faut vous dire que le camp de Birkenau fait à peu près 170 hectares. Alors on a commencé à nous faire avancer à coups de matraque, et là on a commencé à avoir des cadavres le long de l'allée centrale, et on voyait des chiens qui couraient après des personnes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Alors on entendait, il y avait des Allemands dans les miradors qui tiraient sur des femmes qui s'approchaient trop près des barbelés. Enfin, on se demandait dans quel enfer on était arrivé. Et puis quand on a vu ces cheminées qui fumaient, comme on nous avait dit que c'était un camp de travail, on a vu que c'était une usine. Alors finalement, on est arrivé au bout de l'allée centrale. Et là, on nous a fait rentrer dans une baraque. On nous a dit de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Comme on a été sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche froide, évidemment sans savon et sans serviette. Et ensuite, on nous a mis dans une autre baraque où là, il y avait des grandes tablées avec des hommes qui étaient là, qui nous ont rasés entièrement et qui nous ont tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, et qu'à l'instant où on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Et alors ensuite, il y avait quand même des femmes militaires qui étaient à l'intérieur du camp de Birkenau, qui passaient dans les rangs, et qui au hasard interrogeaient une femme en lui disant « Comment tu t'appelles ?» Alors vous savez comment tu t'appelles, et vous donnez votre nom. Elles étaient immédiatement matraquées parce qu'il fallait qu'elles donnent leur numéro en allemand. Alors vous savez, on apprend vite dans ces conditions. Et finalement, quand tout ça a été terminé, on a demandé aux femmes qui étaient là, mais les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Alors là, ils nous ont dit, regardez par les fenêtres, la fumée que vous voyez là, tous ces gens, 650 personnes ont été envoyées immédiatement vers ces fameuses douches. Et comme les Allemands, ce qui craignaient le plus, c'était la panique de tous ces gens, ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées. Ils leur disaient, évidemment, dans l'entrée de ces douches, il y avait des porte-manteaux numérotés, en leur disant, vous mettez vos vêtements accrochés sur les porte-manteaux, vous retenez le numéro, comme ça, en sortant, vous pourrez récupérer vos vêtements. Alors, évidemment, dans l'état de saleté dans lequel on est arrivé, tout le monde était content d'aller prendre une douche. Malheureusement, toutes ces personnes qui se sont trouvées à rentrer dans les douches, là, c'était plus des douches, c'était des chambres à gaz. Donc, ils étaient gazés immédiatement. Et ensuite, il y avait des commandos spéciaux, qu'on appelait les ondercommandos, qui venaient les récupérer pour les mettre, les mettre au crématoire. Alors, quand ils ont commencé à nous raconter ça, nous, le mot crématoire, on n'en avait jamais entendu parler avant la guerre. Qu'est-ce que c'était qu'un crématoire? On a fini leur demander, mais c'est quoi un crématoire? Ils nous ont dit, c'est comme un four à pain. Alors, avec mon ami Marie, on s'est dit, c'est pas possible, il nous raconte ça pour nous faire peur. Ça paraissait inimaginable. On était à peine 2 heures dans le camp d'appoint. Alors, on nous disait, ici, vous ne faites pas d'illusions, vous êtes rentrés par la porte, vous n'en sortirez pas la cheminée. Il n'y a aucune possibilité de survie. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez, mais le jour où vous ne pourrez plus travailler, vous finirez comme tout le monde. Ici, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp d'extermination. Alors, il faut vous dire qu'à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe.
Donc il y avait des transports qui arrivaient de l'Europe entière. Alors finalement, on a été une fois qu'ils nous ont expliqué comment fonctionnait le camp. Alors ils nous ont dirigés vers des baraques. Pour vous dire, le camp de Chaux, 170 hectares, il y avait des centaines et des centaines de baraques dans ce camp. Alors le matin, on avait l'appel à 5h, 5h30, donc il y avait les chefs de bloc qui venaient avec des matraques pour nous faire sortir des colliers, parce qu'il faut vous dire, on avait des baraques avec des cages à la place, si vous voulez, superposées. Alors celui du bas, alors on dormait par 6 par cage, si vous voulez. Celui du bas était sur une dalle de béton avec une paillasse, et les deux autres étaient en bois avec des paillasses. On fallait dormir à 6 par niveau. Alors ça faisait 18 personnes sur une hauteur, et tout ça sur des centaines de mètres, parce que chaque baraque comptait à peu près 700 ou 800 personnes. Alors vous voyez l'alignement qu'on avait dans ces baraques. Et le matin de bonne heure, donc les capots venaient nous réveiller à coup de matraque pour sortir à l'appel. Il fallait déjà faire le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes, parce qu'il fallait les aligner. Parce que si on était rentré le soir à 700 personnes, il fallait qu'ils retrouvent les 700 personnes mortes ou vivantes. Et donc l'appel durait pendant des heures, parce que le temps de comptabiliser toutes les baraques, ça durait des heures et des heures. Alors finalement, arrivé au mois d'octobre, fin octobre, il commence à pleuvoir. Alors les pieds dans la gadoue, puis sous la pluie. Et puis arrivé au mois de novembre-décembre, la température en Pologne elle descend à moins 15 ou moins 20 degrés. Alors, vous savez, il y en avait beaucoup qui ne se relevaient pas. Alors ensuite, on allait à la cuisine chercher la tisane, enfin de l'eau colorée, c'était le café. On avait droit à une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et là, comme on venait d'arriver, qu'on était relativement en bonne santé, on était désignés pour aller travailler sur des chantiers à l'extérieur du camp. Alors là, en sortant, on était encadré par les SS, parce que les SS avaient leur logement de fonction en dehors du camp. Et avec une capot, là, on était dirigé sur un chantier. On nous a donné des grandes brouettes en bois avec deux manches devant et deux manches derrière. Il fallait entasser des matériaux de construction dans cette brouette, c'est-à-dire des pierres, des planches de bois, enfin tout ce qui constituait pour des travaux. Et là, on était à 4 à porter cette brouette. On retournait au camp, on vidait la brouette et on repartait. On faisait ça 12 heures par jour. Alors le soir, quand on revenait au camp, évidemment, il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher, hein, qui avaient du mal à supporter ce genre de travail. Et quand on arrivait au camp, il y avait encore la sélection. Un Allemand qui était à l'entrée du camp et qui nous regardait défiler une par une pour voir si on était encore en état de travailler le lendemain. Alors pour eux, ça posait pas de problème. Comme je vous ai dit, ils avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Il y avait des transports qui arrivaient de l'Europe entière. Alors, vous savez, de la main-d'œuvre plus fraîche, ils en avaient régulièrement. Alors on avait tous les soirs, quand on rentrait de travail, il y avait encore la sélection pour savoir dans quelle file on allait. Alors on ramenait des personnes qu'on traînait avec nous qui ne pouvaient plus avancer, donc elles étaient mises immédiatement dans une file, et puis les autres dans l'autre. Alors on avait toujours la hantise quand on rentrait les soirs du camp, parce qu'on avait toujours la sélection tous les soirs. Alors toutes celles qui étaient dans la mauvaise file étaient envoyées directement au crématoire. Mais malheureusement, ces personnes-là savaient exactement où elles allaient, parce que déjà, à l'appel, celles qui ne pouvaient pas sortir à l'appel, donc elles ne pouvaient pas aller travailler. L'après-midi, il y avait la charrette qui passait, qui les emmenait directement au crématoire. Alors vous savez, on savait très bien que ceux qui n'allaient pas travailler, on les retrouvait plus le soir. Alors j'ai effectué ce travail. Alors le soir, quand on rentrait, une fois que tout ça a été terminé, on allait chercher la soupe à la cuisine. Alors là, c'était les capots qui distribuaient la soupe. Et les premiers jours, évidemment, on n'avait rien. On avait une gamelle en fer qui était tout trouillée. Et là, ils nous remplissaient cette gamelle de soupe. On était à 4 pour la manger, mais on n'avait pas de cuillère. Alors évidemment, c'était pas évident, hein, quand on remplit cette soupe, et vous aviez les gardiens qui disaient, vous voyez, on vous disait que les juifs, ils se comportent comme des animaux, regardez comment que... Alors évidemment, on avait quand même, on avait encore un peu de fierté, un peu d'humanité, alors on évitait de se donner en spectacle, et vous savez, c'était pas évident. Et puis finalement, au fil des jours,
ce qu'on appelait là-bas, s'organiser pour avoir chacune une gamelle. Alors évidemment, quand le soir, quand on rentrait après la soupe, on avait encore droit à une tranche de pain et puis une rondelle de saucisson. Alors pour avoir une cuillère, on échangeait, parce qu'il y avait quand même ce qu'on appelait l'organisation du camp. Il y avait quand même des commandos qui étaient plus favorisés. Alors on échangeait une tranche de pain, notre tranche de pain ou la rondelle de saucisson pour avoir une gamelle ou une cuillère. Alors qu'il fallait bien garder avec soi. Vous voyez, on avait une ficelle, on avait fait un trou dans la gamelle pour avoir notre gamelle et notre cuillère ficelées autour de notre taille pour pas qu'on nous la vole. Et puis le soir, après tout ça, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait les latrines. Alors c'était une grande baraque avec des centaines de trous qui étaient creusés. Et là, on avait la possibilité de rencontrer, enfin de voir toutes les autres baraques du camp, on ne connaissait pas les gens qui étaient dedans. Alors eux, ils avaient le droit aussi d'aller dans ces fameuses baraques pour faire nos besoins. Alors là, on avait baptisé, excusez-moi l'expression, cette baraque à yeux chiots, parce que c'était vraiment une infection, hein, des centaines et des centaines de trous. Hein. Et puis finalement, donc les gens des autres baraques avaient le droit aussi de venir dans ces fameuses latrines. Et là, moi, j'ai travaillé donc toujours dans des commandos extérieurs jusqu'au mois de décembre 43. C'était déjà le premier hiver. Il faut vous dire, sur les 106 femmes, 3 mois après, on n'était plus que 50. Et alors là, un soir, j'ai vu arriver ma sœur, elle avait été pendant cette fameuse rafle du Val-d'Hiv, elle habitait chez une de mes tantes, qui habitait dans les hauts de Belleville, assez éloigné de chez nous. Elle s'était cachée avec ma tante aussi dans une chambre de bonne, elle n'avait pas été arrêtée. Et ensuite, après la rafle, elles sont parties chez des amis de ma tante qui étaient dans une banlieue à Montfermeil, où elles ont été cachées là jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, avec ma tante, elles sont venues à l'appartement pour prendre quelques vêtements, puisqu'elles étaient parties précipitamment. Et là, en sortant de l'appartement, elles ont été arrêtées, elles ont été dénoncées toutes les deux. Donc ma sœur a été arrêtée en novembre 1942, et elle a été donc envoyée au camp de Drancy avec ma tante, qui avait 35 ans, et elles ont été déportées le 9 février 1943. Donc ma soeur, quand j'ai retrouvé ma soeur en décembre 43, ça faisait presque 10 mois qu'elle était au camp. Moi je ne l'ai pas reconnue, c'est elle qui m'a reconnu. Alors évidemment, de mon travail ont été de plus pénibles. Et puis finalement, elle m'a demandé où je travaillais. Je lui ai dit que je travaillais à l'extérieur. Elle savait très bien qu'on ne pouvait pas tenir un hiver dans ces conditions-là. Alors, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme, c'était une Belge qui s'appelait Mala, et qui travaillait dans les bureaux allemands. Comme elle parlait plusieurs langues, elle savait l'interpréter. Et c'est elle qui avait le fichier des commandos où on travaillait. Alors ma soeur a été la trouver, puis elle lui a expliqué. Alors elle a réussi, en prenant beaucoup de risques. Enfin, c'était relativement assez facile, il y avait tellement de personnes qui mouraient tous les jours. Donc elle a réussi à me faire sortir de ce commando avec mon ami Marie pour me faire travailler à l'intérieur du commando, du camp de Birkenau. Alors là, on a déjà été à l'abri des intempéries. Alors ma sœur, elle travaillait dans une baraque où il faisait de la couture, c'est-à-dire que tous les vêtements qu'elle récupérait passaient à la désinfection et ensuite étaient réparés et envoyés en Allemagne. Et nous, on était dans une autre baraque où on faisait du tissage. Alors fallait faire des cordages. Alors ils nous fournissaient des matériaux, des bandes de tissu, des bandes de fil de fer pour faire des cordages très serrés qu'on devait enrouler sur des grands rouleaux, vous savez, comme sur les chantiers des rouleaux électriques où on met des fils électriques. Et là, il fallait faire à peu près entre 12 et 15 mètres de cordage par jour. Alors, debout, sans bouger pendant 12 heures. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ne réussissaient pas, hein, qui tombaient. Et le soir, les capots venaient mesurer ce qu'on avait fait, le métrage qu'on devait faire. Et celles qui n'avaient pas réussi à le faire, elles les sortaient dans des baraques et en punition, elles faisaient faire des pompes dans la neige. Alors, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Et puis finalement, je suis resté dans ce travail jusqu'en début mars 1944. Avec mon ami Marie, et ma sœur était là.
Alors, évidemment, elle dépérissait de jour en jour, hein, parce que réussi à tenir aussi longtemps. Et puis finalement, tous les matins après l'appel, avant d'aller au travail, comme chaque commandant avait sa baraque, on n'était pas, chaque commandant avait une baraque, donc ma soeur était dans une autre baraque, et tous les matins, on avait 5 ou 10 minutes de répit avant d'aller travailler. J'allais voir ma soeur dans sa baraque. Et puis un matin, je suis arrivé là, au début mars, 43, non 44, je m'excuse, je vais pas mélanger les dates, en 44, et ma soeur n'était pas là. Alors j'ai demandé aux autres femmes qui étaient là, je dis, ben, ma soeur elle est où? Il dit, elle n'a pas pu se lever. On l'a envoyée à l'infirmerie. Alors évidemment, je me suis précipité à l'infirmerie, parce que là, c'était vraiment l'antichambre de la mort. J'ai trouvé ma soeur allongée sur une paillasse, qui crachait du sang, bien sûr, et qui est dans un état épouvantable. Alors je lui dis, ben, Fanny, tu peux pas rester là, tu sais, dès l'instant où on n'allait pas à l'appel, le soir, on ne retrouvait pas les gens qui n'avaient pas été à l'appel, qui n'avaient pas été au travail. Alors je lui dis, écoute, je vais t'aider à te lever, et qu'il faut sortir un petit peu tout de suite de cette infirmerie. Elle me dit, écoute, je suis à la fin du rouleau, je n'en peux plus, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être monté dans les camions, parce que ces gens-là, ils ne savaient pas où ils allaient. Elle m'a dit, écoute, la guerre va bientôt finir, parce que vous voyez, tous les gens qui arrivaient de l'Europe, on avait quand même des nouvelles de ce qui se passait. On savait qu'en 44, les Allemands commençaient à reculer en Russie. On se disait, la Pologne, c'est pas loin, on va bientôt être libéré, ça nous remontait le moral. Et puis finalement, évidemment, le camp, à partir de 44, a commencé de fonctionner de plus en plus. Et puis finalement, j'ai pas réussi à la raisonner pour qu'elle puisse se lever. Elle m'a prise dans ses bras, et elle m'a dit, écoute, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, si tu as une chance de t'en sortir, elle me dit que tu me promets que tu raconteras ce qui nous est arrivé, ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Elle me dit, tu me promets, enfin, elle me l'a dit au moins une dizaine de fois. Elle s'est soulevée péniblement, puis ensuite elle est retombée sur sa paillasse, et puis je lui ai dit, oui, je te promets. Et puis je suis parti, et le soir, ma soeur n'était plus là. Vous voyez, ça a été quand même une période très très pénible. On s'installe dans l'horreur du camp, on ne pense plus à rien. Le temps passe comme ça, et petit à petit, on voit tous nos effectifs diminuer. On voit tous ces convois, et là, ils nous ont fait sortir de ces baraques début mars 44 pour cette fameuse ligne de chemin de fer qui était sur ce fameux quai qui était à quelques kilomètres du camp. Ils nous ont fait démonter les lignes de chemin de fer pour les amener devant la porte du camp de Birkenau, jusque devant les crématoires. Alors on a fait ce travail pendant plusieurs semaines, enfin on était relayés, et ça c'était pour l'arrivée des premiers convois des transports qui venaient de Hongrie. Donc on n'avait plus besoin des camions. Le train arrivait directement devant les crématoires. Et là, évidemment, les gens étaient exterminés. Nous, on était dans nos baraques, enfin devant nos baraques, et puis on les voyait, toutes ces femmes qui attendaient avec leur bébé sur les bras, et qu'est-ce qu'elles voulaient qu'on leur dise? On ne pouvait pas leur parler. Et là, je suis resté donc dans ce camp avec mon ami Marie jusqu'en janvier 1945. Vous voyez, j'y suis resté pratiquement 2 hivers, jusqu'en janvier 1945. Là où on a eu un appel, je ne sais pas si je peux continuer parce qu'on a fait ce qu'on a appelé la marche de la mort. On va peut-être laisser les enfants poser quelques questions. Juste, si je peux me permettre d'intervenir, je crois qu'il est important qu'Esther aille au bout de son témoignage, qu'elle raconte justement les marches de la mort, parce que je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui est important, c'est que tout le monde entende Esther, ne l'oublie jamais et transmettent un jour à leur tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous tous qui l'écoutez, vous êtes les futurs passeurs de cette histoire. Donc, je crois que c'est très important de laisser Esther aller jusqu'au bout. Vous voulez bien. Donc, nous sommes arrivés en janvier 1945. Vous voyez, moi, ça fait déjà plus de 16 mois que j'étais au camp de Birkenau. Et pour vous dire, on n'était plus que Marie et moi comme survivantes de ce transport.
Alors, lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'Appel, une température glaciale, un cruel caprice de la météo nous fait vivre le plus rude depuis 1942. Depuis 1 heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens, d'un bloc à l'autre, avec sifflet et matraque pour nous pousser dehors. Nous étions enterrés au milieu d'une couverture. La longue colonne s'ébranle vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent, il fait trop froid pour parler de toute façon que dire. Je peux vous dire que tous les camps qui ont été évacués le 17 janvier 1945, nous étions à peu près 58 000 personnes à sortir des camps, de tous les camps environnement de cette partie de la Pologne, qui ont été mis sur les routes le 17 janvier. Les Russes, il y a une petite partie d'un régiment russe qui est arrivé le 27 janvier, tout à fait par hasard au camp d'Auschwitz, donc qui a été libéré le 27 janvier, 10 jours après le départ. Nous franchissons donc le grand portail encadré par les SS, le fusil en bandoulière, une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent et serrés les unes contre les autres. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne, qui s'étire probablement sur plusieurs kilomètres, avance sous les ordres des SS. La nuit tombe vite. Cette première journée, ni nourriture ni boisson. Nous arrivons dans un village. Les SS nous poussent brutalement dans une grange où nous sommes littéralement tassés les unes sur les autres. Après quelques courtes heures de sommeil, alors que le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange pour reformer la colonne. De nombreuses camarades ne se sortiront pas, elles sont mortes dans la nuit. Le froid reste très vif, la neige toujours présente, gelée et glissante. Il faut rester debout et marcher. Je me serre contre mon habit marine pour garder mon équilibre. Nombreux sont celles qui, à la traîne, à bout de force, s'écroulent sur la route. Elles sont vite repérées, achevées d'une balle dans la nuque. Nous traînons les pieds de jour en jour, fatigués, frigorifiés, affamés. Après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrer les unes contre les autres, et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons au camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres couverts de neige, mais qu'importe, nous avons cessé de marcher. Après nous être traînés sur cette route qui n'en finissait pas, nous sommes, Marie et moi, vivantes, mais des centaines, voire des milliers manquent à l'appel. Notre marche s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération, au camp de Mauthausen, en Autriche, le 5 mai 1945. Donc nous sommes arrivés dans ce camp de Bergen-Belsen, qui était un véritable cimetière à ciel ouvert, avec des épidémies de typhus. Les baraques n'étaient même plus vidées par les Allemands avec des cadavres qu'il y avait. Il n'y avait plus aucune organisation, c'était une véritable pagaille. Donc on était couchés dans la neige. La chance qu'on a eue, c'est qu'on est resté très peu de temps, parce que vous aviez des organisations allemandes qui venaient encore chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement, parce qu'ils avaient mobilisé pratiquement tous les Allemands disponibles pour aller à la guerre. Donc ils venaient dans les camps pour chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement. Donc on a encore été sélectionnés à 200 femmes. Du camp de Bergen-Belsen, ils nous ont mis de nouveau dans des wagons à bestiaux. Alors là, ça a été assez catastrophique parce que les Russes bombardaient les rails d'un côté, les voies de chemin de fer, les Alliés bombardaient de l'autre. Nous, on était enfermés dans ces wagons à bestiaux en nous disant, pourvu que ça ne tombe pas dessus, parce qu'on se rendait bien compte que c'était la fin de la guerre. Finalement, on a été mis sur des voies de garage en attendant qu'il n'y avait pas de déraille, enfin les chemins de fer. Et finalement, le train est reparti, et à chaque fois qu'il y avait des bombardements, on était mis sur des voies de garage. Les Allemands ouvraient les portes un jour sur deux pour qu'on sorte les personnes qui étaient mortes et puis donner un petit peu quelque chose à manger et à boire. Et on est arrivé comme ça au camp de Flossenburg, qui se trouvait dans le sud de l'Allemagne. Et là, on nous a mis dans un petit camp annexe. Et là, soi-disant, on devait aller travailler dans une usine d'armement, mais comme toutes les usines étaient pratiquement bombardées, on est resté bloqué dans le camp de Flossenburg, à faire des corvées à l'intérieur du camp. Alors on est resté dans ce camp de Flossenburg jusqu'à fin mars 45, alors que tous les camps, pratiquement à partir du 15 avril 45, ont été libérés. Et nous, arrivés fin mars, début avril 45,
on nous a remis de nouveau dans les chemins de fer, vous voyez, le transport des Juifs était prioritaire. On nous a remis de nouveau dans des wagons à vaisseaux. Et là, ça a duré à peu près une semaine, comme ça, sur des voies de garage, dans une de côté. On est arrivé finalement, une fois que les bombardements étaient finis, on est arrivé jusqu'en Tchécoslovaquie, où là, les portes se sont ouvertes. Et là, sur ces voies de garage, il y avait des dizaines et des dizaines de wagons ouverts avec remplis de cadavres qui étaient mis sur des voies de garage. Et là, on a vu arriver quelques civils. C'était des Tchèques qui habitaient aux environs de ces voies, qui ont demandé, alors à ce moment-là, c'était plus des SS qui nous gardaient, c'était des personnes, des Allemands d'un certain âge qu'ils avaient réquisitionnés pour remplacer les gardiens. Alors ils avaient demandé l'autorisation s'ils pouvaient nous apporter quelque chose à manger. Alors le temps qu'on est resté bloqué en Tchécoslovaquie, on a été un peu nourris par la population. Finalement, le train est reparti, nous sommes arrivés au camp de Mauthausen en Autriche. Alors là, quand on est descendu du train, on a traversé à pied plusieurs villages, et là, c'était des Autrichiens qui étaient sur leur pas de la porte et qui nous envoyaient des pierres au fur et à mesure qu'on passait. Et là, on est arrivé au camp de Mauthausen, on nous a mis sur la place d'appel, en nous disant de nous déshabiller, nous allions prendre une douche. Alors là, on s'est regardé, on a dit, bon, bah, nous, les douches, on connaît, il n'en est pas question, si on doit mourir, on va mourir debout sur la place d'appel, mais on n'ira certainement pas aux douches. Et là, c'était plus des Allemands qui nous gardaient, c'était d'autres qu'ils avaient réquisitionnés pour nous garder, en nous disant, non, c'est des vraies douches, il y a des épidémies de typhus, vous êtes couverts de vermine, il faut absolument aller vous laver. Ben, on a dit, ça, on ne vous croit pas, on reste debout. Si on doit mourir, on va mourir debout ici à la place d'appel. Alors on est resté pendant des heures debout sans bouger. Et puis en fin de compte, ils nous ont propulsé en contrebas du camp de Mauthausen où il y avait 2 baraques. Alors on était, je veux dire, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de femmes, pas plus. Et là, ils nous ont propulsés dans ces 2 baraques. Et tous les matins, on avait l'appel. Alors, comme ça, on est resté dans ce camp jusqu'au 5 mai 1945. Et, alors, tous les matins, on avait l'appel. Là, c'était vite fait. Hein. On était de moins en moins nombreuses. Et puis, le 5 mai 1945, c'était un samedi. On a eu l'appel le matin, comme si de rien n'était. Et puis, l'après-midi, il faisait beau ce jour-là. On avait une petite courette devant nos 2 baraques, qui étaient entourées de barbelés, bien sûr. Alors, on était assis au soleil, là, à essayer de se réchauffer un petit peu. Et puis, en levant la tête, on a vu dans l'après-midi le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Donc, les Allemands étaient partis, ils avaient ouvert les portes. Là, on a vu descendre les premiers prisonniers en courant vers nos baraques en disant ne restez pas là. Les Allemands ont dit qu'ils laissaient pas de survivants derrière eux, qu'ils allaient miner le camp. Et ensuite, vous aviez une partie des prisonniers qui étaient dans le camp de Mauthausen où il y a eu pas mal de règlements de compte. Ils avaient réussi à forcer les portes des armureries, alors ça tirait dans tous les sens, les règlements de compte, et puis les balles qui nous arrivent par-dessus la tête. Alors évidemment, ils ont dit restez pas là parce que ça devient dangereux, hein, ça tirait dans tous les sens. Alors Marie, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, on va s'en aller, on va pas risquer à la dernière minute de se faire tirer dessus. Alors finalement, on est parti, il y a 3 ou 4 femmes qui nous ont suivis. On est sorti du camp, on a longé un sentier. J'ai du mal à dire combien de temps on a pu marcher. Et puis finalement, on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là, qui travaillaient dans cet hôpital. Ils nous ont donc ramassés. Et ils nous ont mis dans leur baraque qui était dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait plus rien avaler. Et le 8 mai, les Allemands ont capitulé le 8 mai 45. Donc, une partie d'un régiment américain qui est venu occuper cet hôpital. Donc, ils sont venus nous récupérer. Et là, évidemment, ils nous ont désinfectés. Ils nous ont fait prendre une douche. Ils nous ont pesé. Je pesais plus que 32 kilos. Il était temps que la guerre s'arrête.
Et puis, quand ils nous ont passé des examens un peu plus approfondis, on avait attrapé le typhus, parce que les deux baraques où on était, c'était l'ancienne infirmerie du camp de Mauthausen. Évidemment, alors on est resté dans cet hôpital jusqu'à la fin mai 1945. Là, on est resté pratiquement 3 semaines. On a été soigné. La chance qu'on a dans toutes les armées, il y a des médecins militaires, donc ils ont les médicaments et ce qu'il faut pour nous soigner. Donc, on est resté jusqu'à fin mai 45 dans cet hôpital militaire. Et ensuite, quand on tenait debout, enfin, on tenait à peine sur nos jambes, on a été rapatrié sur la France. Donc, fin mai, début juin 1945, là, il y a un car qui est venu nous chercher à l'aérodrome de Villacoublay. On est venu en avion militaire. Et là, on a été dirigé sur l'hôtel Lutetia qui recevait les survivants. Et donc, nous sommes rentrés dans l'hôtel Lutetia, et là, on a été de nouveau désinfectés. Là, on n'en avait pas besoin parce que, dans le fond, on a quand même été douché tous les jours dans cet hôpital. On nous avait trouvé des vêtements quand même un peu plus confortables. Donc quand on est arrivé, on était quand même habillés proprement, et là on a quand même eu le droit à la désinfection en arrivant à l'hôtel du Tessia. Ensuite, ils nous ont fait des papiers d'identité provisoire. On a eu un petit interrogatoire parce qu'il y avait beaucoup quand il y a eu la libération de Paris en août 44, il y a beaucoup de collaborateurs qui étaient partis avec les Allemands, donc qui essayaient de se faire passer pour des déportés. Donc on a eu droit à un interrogatoire militaire, mais enfin pour nous c'était rapide du fait qu'on avait été tatoués et ils savaient très bien qu'on était passé par le camp d'Auschwitz. Et puis après, les gens qui étaient dehors, qui venaient régulièrement voir s'il y avait de la famille qui revenait, rentraient dans l'hôtel, et puis ceux qui avaient de la chance de retrouver de la famille passaient dans un bureau, leur donnaient un petit peu d'argent en disant bah, maintenant vous avez une papier d'identité, vous avez de la famille qui est venue vous chercher, et bah, maintenant vous rentrez chez vous. Et alors pour nous, alors mon amie Marie, elle avait été fiancée avant la guerre, parce qu'elle avait comme 6 ans de plus que moi. Et son fiancé venait régulièrement, donc il l'a récupéré. Alors pour nous, il y avait un problème. Moi, j'ai été déporté, j'avais 15 ans, je suis revenu, j'avais 17 ans. Et la majorité était à 21 ans à l'époque. Alors évidemment, c'était difficile de nous renvoyer. Il n'y avait pas de cellule psychologique, il n'y avait rien qui avait été prévu pour nous recevoir. Alors ils nous ont dit qu'au bout de 48 heures, il y avait des organismes qui allaient venir nous récupérer. Donc mon amie, elle est partie avec son fiancé, elle m'a dit dans 48 heures, je reviendrai voir ce qu'on vous a proposé. Et au bout de 48 heures, effectivement, il y a un organisme qui est revenu, qui s'appelait Nausée, l'œuvre de secours aux enfants. Alors quand je leur ai demandé où c'est qu'ils nous emmenaient, eh ben, ils nous emmenaient de nouveau dans un orphelinat. Alors je dis non, il n'en est pas question, moi à 17 ans, j'avais l'air plutôt d'une vieille femme qu'une gamine. Alors je dis moi, il n'est pas question que j'aille dans un orphelinat, j'en avais déjà eu 2 pendant la guerre, j'avais pas le choix. Et là, je pensais d'avoir un autre retour. Alors finalement, quand mon ami est revenu, qu'elle a vu que j'étais là, donc elle m'a dit bon bah écoute, il n'y a pas de problème, mais tu viens avec moi. Donc j'étais habité avec elle, son fiancé avait un petit studio à Saint-Ouen. On est resté pratiquement une semaine à se lamenter, en disant, bah, dis donc, quel accueil on a eu. Alors, vous savez, il n'y avait pas de cellule psychologique pour nous dire comment il fallait se comporter quand on venait d'un endroit comme Auschwitz. Et puis au bout de 10 jours, je lui ai dit, écoute, je voudrais bien retourner dans mon quartier pour voir si quelqu'un est revenu. Donc on est partis toutes les deux. Et puis arrivé à Belleville, évidemment, avec les cheveux rasés, puis 32 ou 33 kilos, on était vite reconnaissables. Alors les gens sont venus vers nous en disant, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, on a voulu commencer à leur parler. Alors on lisait la cruauté dans leurs yeux. Alors ils nous ont commencé à nous dire, mais vous dites n'importe quoi, vous êtes devenus folles, c'est pas possible, c'est inimaginable. Enfin, tout ce qu'on pouvait raconter, c'était pas possible qu'on inventait, qu'on propageait des histoires comme ça. Et puis finalement, il y a un monsieur, je m'en verrai toujours, qui m'a dit, vous êtes revenus si peu nombreuses, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors finalement, on a été pratiquement culpabilisés pour être revenus. Alors évidemment, c'est pas facile de se reconstituer dans ces conditions.
Il faut vous dire qu'en 44, quand Paris a été libéré, c'est le général de Gaulle qui a repris le pouvoir. Et puis la France qui était complètement bombardée, démoralisée avec toute l'occupation allemande. Il lui a fallu faire refonctionner la France. Il lui a fallu des hauts fonctionnaires. Donc il a pris ceux qui étaient en place, et ceux qui étaient en place c'était Papon, Cuvier, Le Guen, tous ces gens qui avaient fait les listes pour déporter les Juifs de France. Alors c'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on aurait eu droit à la parole. Il faut vous dire que tous les présidents successifs après De Gaulle ont eu la même chose, c'est-à-dire que pour eux, la France, la République française n'était pas responsable de la déportation des Juifs français, c'était l'État français de Pétain. Alors évidemment, on joue sur les mots. Et ça a été pour tous les présidents successifs jusqu'en 1995, où le président Chirac a fini par reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Alors on s'est tue pendant plus de 20 ans pratiquement, parce qu'on n'a pas eu droit à la parole. Les seuls qui avaient droit à la parole, ça a été les déportés politiques. Les résistants, et c'était tout à fait normal parce que ils savaient quand ils se sont engagés dans la résistance, ils savaient ce qu'ils risquaient, ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ou ils étaient fusillés, ou ils étaient déportés, alors que nous, on a été arrêtés uniquement pour le fait d'être juifs, on n'avait rien fait pour. C'est pour ça qu'il était tellement important que vous puissiez tous entendre Esther et l'entendre jusqu'au bout, parce qu'effectivement, il a fallu très longtemps pour que les horreurs qu'Esther et tous les autres juifs français et européens ont vécues soient reconnues et soient transmises. Et moi, il y a une seule et unique chose que je veux vous dire, j'ai commencé à le faire et je vous le redis. D'abord, je crois que vous devez faire une ovation à Esther pour la remercier d'avoir témoigné aujourd'hui. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut comprendre que quand elle vous raconte, elle revit tout ça. Elle est de nouveau là-bas. Et si elle le fait, c'est justement pour que jamais ces événements ne soient oubliés, pour que jamais ces souffrances ne soient oubliées, pour que jamais d'autres personnes puissent refaire ces horreurs. Et c'est pas évident que ça ne se refasse pas. Donc, je crois que c'est extrêmement important que vous la remerciez là, maintenant, tout de suite. C'est bien, mais aussi que vous lui fassiez dans vos cœurs et dans vos têtes une promesse. Cette promesse que moi, je me suis faite la première fois que j'ai entendu un témoin et que j'aimerais que vous fassiez à votre tour, c'est jamais je n'oublierai ce que vous nous avez raconté aujourd'hui et je le transmettrai moi-même à ma famille, à mes amis, à mes enfants, à mes petits-enfants, enfin bref, au monde entier, pour que, ils ne soient jamais oubliés, ceux qui sont revenus et ceux qui ne sont pas revenus, et que ça ne se reproduise jamais. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut retenir de ce qui s'est passé ce matin. Enfin, dernière chose, merci Esther. Merci à vous tous de l'avoir écouté parce que c'est une énorme chance que de pouvoir encore rencontrer des témoins, les écouter et les aimer. Voilà. Si vous permettez, je vous en prie, une minute. C'est un appel que j'ai fait il y a pas mal de temps. Peut-être que je révise avec les événements qui se passent actuellement. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais sinon on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde actuel pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants. Et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, ça s'appelle du racisme. Et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom du racisme que les pires horreurs ont été commises. Tous les enfants du monde sont pareils à vous.
Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir. Ne nous décevez pas, faites preuve de tolérance, de compréhension, si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de la protéger le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Esther.